On va changer de registre. En tout cas, moi, je suis très contente de vous rencontrer pour la première fois parce que Mathias m'a souvent parlé de son master et de ses étudiants. Donc, c'est l'occasion de vous rencontrer. Je vais aborder le même sujet, si on peut dire, qui vous concerne, management et marketing des services, avec un autre angle. Et notamment parce que j'ai vraiment un profil, je pense, différent de mes deux confrères de ce matin. Je peux... Et comme vous ne me connaissez pas, et pour comprendre, entre guillemets, mon approche et ce dont je vais vous parler, c'est que je suis ingénieur de formation et j'ai commencé par les ventes des yaourts en grande distribution. Donc déjà, en soi, c'est pas tout à fait classique. Ce qui fait que quand on voit là mon profil, à gauche le volet opérationnel, à droite le volet conseil, on voit que j'ai un profil plus opérationnel à la base que conseil, mais qui commence à être assez équilibré. Et le conseil est venu s'intercaler régulièrement entre différentes expériences opérationnelles. J'ai un cœur de métier développement commercial. Danone, IBM, ça doit vous parler en termes de ce que ça fait. Ensuite, un deuxième cœur de métier, donc axé sur les services que j'avais découvert chez IBM. Et là, je suis rentré par hasard au départ dans les services industriels et logistiques. En particulier, si vous voyez chez Carrefour Casino les bacs en plastique aux fruits et légumes, qui ont remplacé ce que vous ne connaissez peut-être pas, les cagettes en bois et en carton. Voilà, on a fait ça en 98. Oui, c'est pas nouveau. Et donc là, j'ai fait de l'intrapreneuriat, encore dans des grosses structures, mais en intrapreneuriat, c'est quand même le truc super confort. Vous êtes un peu entrepreneur, mais vous êtes sûr que vous êtes payé à la fin du mois, que les gens avec qui vous bossez, qui bossent pour votre activité, ils sont payés à la fin du mois, et que si vous faites passer votre budget, vous aurez les sous. Donc pas de levée de fonds à faire. Et après, j'ai fait aussi de la TPE et de l'entrepreneuriat, donc en passant du mois dans un incubateur. Et donc j'ai aussi vu ce que c'était que la vie dans une toute petite entreprise où là, au contraire, on se pose la question de comment on va payer ses troupes. Et à chaque fois, donc évidemment, c'est des cultures internationales, nationales, TPE ou entrepreneurs, donc complètement différentes. Et on voit au fur et à mesure entre le B2B, le B2C, à chaque fois, c'est « Ah, je découvre quelque chose ». Et donc par analogie, qu'est-ce que je retiens de ce que j'ai vu avant ? Qu'est-ce qui a changé dans l'environnement et qu'est-ce qui change dans le business model et qu'est-ce que je fais de tout ça ? Et c'est là que s'intercalent des missions de conseil où, au fur et à mesure, j'ai acquis des méthodes de conseil, une posture de conseil qui est justement pas celle du manager. Et donc, passer d'une posture à l'autre, parfois, c'est un peu schizophrénique. Et là, depuis 3 ans, je fais du conseil en régie ou en management de transition. C'est-à-dire que là, je suis immergé à plein temps dans une entreprise. Donc, 2 ans chez Renault. Et maintenant, depuis 1 an, c'est ça que Mathias m'a demandé de venir, je suis à l'Economa des Armées, qui est donc une institution un peu particulière et sur lesquelles voilà, Mathias m'a demandé de vous parler. Alors, l'Economa des Armées, comme son nom l'indique, armée, c'est alors c'est pas, enfin, ça ne dit pas que c'est un EPIC, mais c'est un EPIC, c'est-à-dire un établissement public, industriel et commercial. C'est-à-dire c'est un peu à mi-chemin entre le public et le privé. C'est-à-dire que ça agit pour le compte d'une instance d'administration publique, le ministère des Armées, à la base, avec des missions qui pourraient relever logiquement du domaine du privé, mais qui est vraiment très très lié et qui doit d'abord répondre aux besoins de son administration de tutelle. Et quand on parle de l'armée, évidemment, on comprend que c'est forcément sensible. Non pas parce que c'est militaire, parce que l'Economa, c'est pas militaire, mais parce que l'Economa, ça fait le soutien de l'homme, c'est-à-dire en particulier, c'est les vivres, la restauration. Et donc, vous êtes dans une base de défense en France, à la limite, vous pouvez aller au bar du coin, au restaurant du coin. À l'étranger, et a fortiori en opération extérieure, quand vous êtes au fin fond du Mali, dans la bande du Sahel, sur l'opération Barkhane, vous n'allez pas au bar du coin. Donc, un soldat qui ne mange pas, la guerre s'arrête. Donc, c'est critique, même si en soi, ce n'est pas militaire. Donc, évidemment, l'Economa des Armées, c'est né à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a pour mission première de servir le soldat et d'accompagner le service du commissariat des armées, qui s'occupe du soutien pour le ministère des Armées,
dans sa mission fondamentale, top, qui est d'être prêt à faire la guerre. Et vous voyez qu'en ce moment, malheureusement, on a intérêt à être prêt à faire la guerre. Alors après, on peut penser tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que nos militaires, on les envoie assez facilement, si on peut dire, sur les terrains d'opération. Et pendant ce temps-là, il y a 200 bases de défense, notamment en métropole, pareil, ou des militaires qu'il faut nourrir. Donc, cet économat des armées, qui est un EPIC, en fait, se voit encore comme presque une administration, et il se voit comme un service presque interne à l'armée. D'ailleurs, ça tombe bien, le management supérieur de l'économat, directeur général, un général, directeur général adjoint, patron des opérations, aussi un militaire, secrétaire général, aussi un militaire, et 2-3 autres qui sont des militaires à l'intérieur. On a aussi, au sein de l'économat des armées, des anciens militaires à la retraite. On a aussi des civils qui ont des raisons très personnelles d'être fortement concernés par le soutien aux soldats, parce que dans la famille, il y a beaucoup de militaires et autres. Donc il y a une culture forte du service du soldat, et moi ça fait 1 an que je bosse pour eux, on voit bien que culturellement, on est là pour faire ce qu'on nous demande. Pourquoi ? Parce que le SCA, le service du commissariat des armées, c'est ça. On est là pour faire tout ce qui est nécessaire pour le soutien de l'homme et la condition de l'homme. Donc restauration, loisirs, l'hébergement, la gestion des eaux, des déchets et autres quand on est en opération, et la blanchisserie, toutes ces choses un peu essentielles. Donc l'économat des armées, à l'intérieur, les gens se disent, moi, mon client c'est le Minarv, je fais ce qu'il me dit. Et en fait le client, alors c'est même plus, alors soit il y a un seul client, c'est le Minarv, soit il y a un client, c'est mon interlocuteur. Et en fait, c'est même moi, c'est la première fois depuis 30 ans que j'ai du mal à pouvoir définir le client c'est qui. Quand j'étais chez Danone, le client c'était Carrefour, Intermarché, Leclerc. Et le consommateur, c'était nous. Quand j'étais chez IBM, c'était mes laboratoires pharmaceutiques. Quand j'étais chez CHEP, chez Jeffco, c'était PSA, c'était General Motors. Et là, limite, à force, on ne sait même plus. Alors, c'est le Minarv, parce qu'il y a presque un seul client, même si, en l'occurrence, il y a l'obligation ou la nécessité, la permission, je ne sais pas, d'aller chasser sur d'autres terres que le Minarv. Alors, administration régalienne, donc d'autres ministères, ou des organisations internationales comme l'OTAN, l'ONU, du moment que ce sont pour des prestations qui sont cœur de métier et qui ne sont pas dispendieux en moyens. Alors, diversification concentrique, mais quand même très concentrée. Donc la finalité, on a bien dit, c'est être prêt à faire la guerre. Et pour ça, le SCA a un grand programme de transformation, et que donc, en miroir, l'économat des armées a lui aussi un programme de transformation. Alors, qui est matérialisé dans son contrat d'objectifs et de performance. Et quand on regarde à gauche les objectifs majeurs de l'économat des armées, voilà, ça pourrait être écrit par n'importe quelle boîte, petite, grande, moyenne, vieille, dans les services, dans l'industrie, n'importe quoi. Renforcer l'orientation client. On vient d'avoir tout un topo sur, effectivement, se mettre sur le prisme du client et se transformer pour servir mieux le client. Poursuivre la croissance. Oui, aujourd'hui, on est encore dans un monde où on veut tous croître. C'est une organisation agile. Là, c'est pareil, il a dit, voilà, comment faire génialement quelque chose qui en soi n'est pas génial. Fournir des denrées, les acheminer et faire à manger, en soi, c'est pas génial. Par contre, comment on peut le faire génialement, ça c'est autre chose. Améliorer la performance opérationnelle, je rappelle que c'est quand même nos impôts, enfin c'est peut-être pas encore les vôtres, mais c'est les nôtres, qui payent tout ça, de manière directe ou indirecte, puisque Minarv c'est l'État, et que donc l'EPIC, il est bien payé par le Minarv, mais à la fin c'est bien l'argent du contribuable. Donc comme tant qu'à faire, moi j'aimerais bien qu'on fasse les choses bien.
Donc faire c'est bien, mais le faire un peu plus efficacement, c'est pas mal. Et puis outiller les processus en solutions applicatives, bah, je disais tout à l'heure, c'est voilà, le volet informatisation, parce que c'est vrai que pour différentes raisons, l'économie des armées n'a pas une informatique qui est à la pointe de l'innovation. Donc il y a tout un chantier qui s'est mis en place depuis 18 mois, enfin tout un programme. Moi je travaille depuis 1 an, et sur 2 chantiers dont on peut parler aujourd'hui, le chantier des offres et la gouvernance. Donc chantier des offres égale marketing, gouvernance, un des volets du management. Donc on est en plein au cœur de vos sujets. Alors, peut-être qu'on va commencer par le volet marketing. Le programme avait commencé par, on va définir, puisqu'on sait exactement ce qu'on doit faire, notre stratégie elle est claire. On sait exactement qui sont nos clients, puisque c'est grosso modo c'est le MINARM. Il faut juste faire mieux ce qu'on fait. Donc on a commencé à écrire des processus. Et donc pendant 1 an pratiquement, globalement, on écrivait des processus. Heureusement, j'étais pas là pour le faire ça, parce que ça c'est pas trop mon truc. Et à la fin, la question, alors moi je suis arrivé pour faire les POC, les Proof of Concept, c'est-à-dire commencer à mettre en place. Donc déjà là, passer du monde du virtuel, du processus écrit sur le papier à je fais. Déjà mes collègues consultants ont dit ouh là là, heureusement que c'est toi qui fais ça. Je dis heureusement que c'est moi qui fais ça, parce que moi je pourrais pas faire ce que vous faites. Donc c'est là qu'on voit que mon profil opérationnel il prenait un peu le dessus. Mais à un moment j'ai dit mais c'est bien gentil tout ça, mais c'est pour faire quoi? Et arrivé à la conclusion que ça serait quand même bien de savoir, à défaut d'avoir une vraie stratégie de développement, qu'on parle de développement, au fait, mais les offres, c'est quoi? Le portefeuille d'offres, c'est quoi? Ah, bon, alors on va faire un chantier des offres. Alors on va formaliser les offres, ok, de manière à pouvoir se rendre visible, se rendre lisible, parce que quand on regarde le site de l'EDA, c'est pas toujours simple de comprendre ce que fait l'EDA. Et puis pour le client, ou les clients, on va les faire voir d'autres clients, ou ouvrir plus de prestations chez les mêmes clients, c'est-à-dire sur la même base de défense, ou si on veut aller voir plus l'ONU, si on veut aller voir plus l'OTAN, si on veut aller voir un ministère de la Justice, c'est pour lui proposer quoi? Oui, mais nous on peut tout faire, hein. On peut vous trouver des denrées, on peut vous faire à manger, on peut... tout. Vous voulez quoi? Ah, là c'est un peu compliqué. Donc l'idée c'est, ok, montrer à votre client ou à votre prospect, d'abord que vous êtes un pro de votre marché, de vos marchés, c'est-à-dire que vous savez lui montrer quelle est votre meilleure vision de votre marché. Après, vous allez packager vos offres, il va déjà se faire une bonne idée, et après il vous mettra des contraintes, il vous dira, ah oui, moi je vois mieux ça, comme ça, très bien, et vous adapterez. Mais dire que vous allez toujours faire du sur-mesure, et que tout ça c'est parfait, non. Ça c'est un peu dispendieux, c'est dispendieux en commercial, c'est dispendieux en moyen. Et c'est source de mode pompier permanent. Alors je sais bien qu'on adore le mode pompier, il est super rassurant. Comme ça je me pose pas de questions. Je laisse les problèmes arriver. Quand ça arrive, je pars en mission, je fais sauveur du monde, et après en plus la planète m'en est reconnaissante. Ça c'est dans toutes les entreprises de la Terre. Donc on dit, on va essayer d'éviter le mode pompier permanent, en essayant de cadrer un peu plus les choses pour pouvoir les piloter. Parce que si on a un business model spécifique à tel type d'offre par rapport à tel type d'offre, parce qu'une a beaucoup plus de main-d'œuvre, l'autre a beaucoup plus de techno, celle-ci a beaucoup plus d'achats extérieurs, et ils n'ont évidemment pas les mêmes équilibres financiers, et donc je vais mieux comprendre si je suis en train de déraper par rapport à l'idée que je me faisais de ce que ça allait donner. Parce qu'il y a une seule chose qui est sûre, c'est que l'avenir ne sera pas ce qu'on a prévu, les choses ne vont pas se passer comme on les a prévues, le planning ne sera pas celui qu'on avait imaginé, et que donc tous ces dérapages-là, il faut les avoir imaginés pour pouvoir les surveiller et pour pouvoir rectifier. Bref, donc ça commence par c'est quoi nos offres? Formalisons. Ok, alors on va commencer par l'offre numéro 1. C'est quoi votre offre numéro 1? Je sais pas, nous on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Ça c'est pas une offre, ça c'est des services rendus. Mais à la fin c'est pour faire quel package? Ah, je sais pas. Ok, on va commencer. Alors hop, on remonte encore d'un cran. Ok, on va commencer par travailler le portefeuille des offres.
monsieur le directeur général, monsieur le responsable commercial, madame machin. Si vous devez expliquer en 30 secondes, faire votre elevator pitch, en 30 secondes, en 1 minute, en 2 minutes, que fait le DA à un prospect, à un journaliste, à un étudiant, vous lui dites quoi? Pour qu'en 1 minute, il ait compris ce que fait le DA. Ah ben voilà, alors on va travailler là-dessus. Non pas en termes de pitch à la base, mais le contenu. Et donc on a fait pas mal de séances avec eux pour aller chercher, ok, au travers de vos 150 services rendus, je peux gérer les déchets, je peux faire de la restauration self-service, je peux faire de l'événementiel, je peux faire de l'internet de loisirs, ok, donc je place toutes ces briques-là, et maintenant, ok. Si vous devez aller sur un théâtre d'opération pour votre client, est-ce que vous y allez juste pour la gestion des déchets? Est-ce que vous y allez juste pour la dératisation? Est-ce que vous y allez juste pour tenir le bar? Non. Ok. Donc, qu'est-ce qui est fondamental pour vous? Et qu'est-ce qui a économiquement un sens pour vous? Et qui a évidemment, en regard de ça, un sens pour le client. Et par exemple, ils sont partis du schéma d'un théâtre en opération. En fait, quand la France s'installe, arrive sur un théâtre d'opération, par exemple au Mali, à Gao, on installe un camp, ça commence par quoi? Ça commence par, il faut faire manger et héberger le soldat. Donc le cœur, c'est la vie, il faut vivre, il faut juste manger, dormir. Après, on va commencer à pouvoir se laver, donc il faut de l'eau, à gérer les déchets, et ainsi de suite. Donc là, on est plutôt sur des prestations collectives qui sont la vie du camp, la gestion de camp. Et puis après, on peut penser à la condition du personnel, c'est-à-dire aux autres activités individuelles qui vont permettre aussi de souffler. Et donc, le sport, la boutique, le foyer, donc tout ce qui sont les activités individuelles. Ok, donc on a déjà trois grands domaines. On a le cœur, la vie, c'est manger. Là, parce qu'on fait un peu d'hébergement, mais pas trop. Donc les EDA, au premier, c'est off-packagé, c'est tout ce qui tourne autour de la restauration. Ensuite, on va étendre à des prestations collectives autour de la vie du camp, gestion de camp. Et on va étendre à toutes les prestations aussi tournées vers le soldat, vers l'individu, donc avec tout ce qui est l'espace loisir. Eh bien ok, donc on va bientôt pouvoir packager ça en 3. Et en fait, 1 mois et demi avant qu'on soit arrivé à ça, moi j'avais fait une espèce de truc, j'avais dit ok, j'avais fait la bouffe, la vie, la grande vie et la totale. Voilà, c'était un peu ça. Ça les faisait beaucoup rire, mais globalement, à la fin, c'était un peu ça. Je dis écoutez, mais je vous écoute, donc à un moment, je sens que ça va tourner autour de ça. Alors après, on va pouvoir jouer. Mais je dis mais c'est vous qui devez être capable d'expliquer à votre client comment vous voyez comment vous avez compris son besoin. Et bien sûr, lui, après, il va rebondir. Si vous étiez une start-up, vous commenceriez à faire ce qu'a dit tout à l'heure Vincent, c'est-à-dire, votre idée à peu près moyenne, vous allez dire, tiens, et si je faisais ça pour vous, comment vous verriez les choses et tout. Là, vous, ça fait quand même 50 ans, 100 ans que vous faites ce métier-là. Alors, votre client, logiquement, il attend de vous que vous ayez une idée à peu près précise de ce que vous faites. Et j'avais vécu 20 ans avant chez Jeffco pour PSA. Donc, vous devez quand même arriver avec quelque chose à peu près fait, et après, vous allez effectivement le confronter à votre client. Et par contre, quand vous devrez rentrer sur vraiment le contenu de l'offre, et en particulier sur le parcours client, là, vous irez vraiment regarder ce que lui voit. Mais déjà, en macro, vous devez avoir votre idée. Le sujet sur lequel nous, on va arriver maintenant, c'est effectivement, on se rapproche là de demander au client, au travers de ce fameux parcours client. On a fait un premier, avec un pilote, un premier parcours client où c'est l'EDA qui a regardé les interactions qu'il avait avec son client pour après pouvoir faire, je sais pas, vous connaissez le business model Canvas? Voilà. Donc on veut leur faire des BMC, offre par offre, pour après pouvoir se dire l'écart à la cible c'est quoi aujourd'hui et quels sont les chantiers qu'il faut qu'on engage. Et pour faire ce BMC, on va le nourrir par le parcours client. Et la première version qu'on avait faite, en fait, c'est eux qui se sont regardés. C'est eux qui ont regardé comment ils interagissaient avec le client. Donc à la fin, bien sûr, c'était tout ça, c'était des besoins de l'EDA.
C'était l'EDA qui se regarde et qui regarde comment il se voit. Et là, on va complètement changer notre approche et on va vraiment se mettre dans les profils du client et on va dire, attendez, chez votre client, c'est qui a quel rôle? C'est quoi les rôles? Il y a les rôles de décideur, de prescripteur, il y a des rôles d'utilisateur. Bon, qui intervient dans le processus de vente, d'exploitation et de service après-vente? Et à partir de là, ces gens-là, à quel moment ils interagissent avec vous, que ce soit au travers d'une personne, que ce soit au travers du téléphone, d'un mail, de votre système, d'une commande, de je sais pas quoi. Et eux, qu'est-ce qu'ils attendent de chaque étape? Et qu'est-ce qu'ils y trouvent? En valeur ajoutée, en blocage, en fluidité, en contraire flou artistique, en satisfaction finalement. Et à partir de là, on pourra dire ok, bah maintenant on voit où on est bon et où il faut capitaliser, et on voit au contraire où il faut qu'on agisse. Et on regardera de quelle nature, sur quel registre il faut agir. Et là, se changer de prisme, passer du prisme à je suis le professionnel et j'évalue et j'estime ce qui devrait être fait. Ah, je me glisse dans la peau du client. Ou encore mieux, je demande au client de me dire ce qu'il voit. C'est un changement radical. Et pour un EPIC, je pense que c'est encore plus radical que pour une boîte privée. C'est vrai que quand je suis arrivé chez Jeffco ou Chep il y a 20 ans, ils étaient en train d'appliquer les idées qui avaient été développées dans le B2C 10 ans avant. Bah maintenant, dans un EPIC, bah voilà, hop, 20 ans après, on se pose des questions que se posaient les boîtes privées du B2B il y a 20 ans. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on est encore dans ce côté très administration. Et donc, je suis juste un service externalisé. Mais la notion de client, elle n'existe pas vraiment. Et donc là, le grand enjeu, c'est d'arriver à passer à cet échelon de client. Alors qu'on dit beaucoup client, mais en fait non. Ils disent le client, mais non, mais le client il est captif. Mais je dis non, attendez, d'après ce que vous me dites, c'est pas le client qui est captif, c'est vous qui êtes captif. Donc maintenant, comment vous renversez, ou comment vous rééquilibrez la relation? Parce que tant que vous n'équilibrez pas la relation, vous êtes un exécutant, et donc vous n'êtes pas dans la recherche de satisfaction. À partir du moment où vous équilibrez la relation, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu, il y a un risque, ou en tout cas un risque supposé. Vous vivez comme s'il y avait un risque, même si le DA, sauf si un jour le ministre des Armées, par décret, fait passer que le DA disparaît, ce qui n'est pas absolument impossible. En tout cas, si vous vous placez dans la posture de quelqu'un qui est face à un client et donc un client qui a le choix, et ben vous allez être plus exigeant avec vous-même et vous allez respecter ses propres exigences. Et donc toute cette transformation-là, elle se fait à petits pas. Et à petits pas, notamment parce que sur le plan du management, sur le plan de la gouvernance, là aussi il y a beaucoup à faire et qu'il faut non seulement accompagner, mais il faut impulser. Vous voyez tout à l'heure Vincent, le manager aujourd'hui il doit impulser. Et il y a un mois à peu près, j'ai un de ces militaires managers, donc un patron de BU, qui me dit Laurence, excusez-moi, je suis désolé. En fait, moi je sais ce que c'est que le commandement, mais le management, en fait, je ne sais pas ce que c'est, vous pouvez m'expliquer? Eh ben, je vous assure, je me suis retrouvé un peu bête, parce que tout à coup, je dis ah, bah oui, moi ça fait 30 ans que c'est une évidence. Bah oui, bah c'est bien de revisiter un peu les évidences. C'est quoi le management? Comment j'explique à un militaire de carrière qui me dit mais Laurence, moi je connais le commandement, mais je connais pas le management, c'est quoi? En gros, ça change quoi dans ma manière d'être, dans ma manière de faire? Alors le problème, c'est que moi, je connais pas le commandement. Alors je suis un peu embêté pour donner par écart. Et voilà, je me suis dit, bah finalement, c'est des questions qui nous ramènent à revenir à nos bases. C'est quoi le management? Et alors, Mathias, très gentil, en voiture, me dit, bah oui, ça vient du vieux français, ménager, voilà. Le ménager ses ressources. Alors du coup, j'ai fait un truc autour de ça et tout. Mais et elle me dit, bah oui, mais en même temps, un militaire, un commandant, enfin quelqu'un qui commande des troupes, il a intérêt à ménager ses troupes.
Mais le cas de quand on dit ménager ses troupes, c'est pas pour rien. C'est bien que logiquement, les militaires, ils doivent faire attention à ne pas aller épuiser au-delà du raisonnable les troupes, parce que sinon on perd la guerre. Donc vous pourrez dire, finalement, le management, c'est presque la base du commandement militaire. Et pourtant, en entreprise, avant, dans ma TPE, là, à un moment, les investisseurs institutionnels qui trouvaient qu'il y avait beaucoup de fauches dans les caisses, parce que la distribution automatique, me disaient, Laurence, il faut mettre en place un management militaire. Dans leur esprit, qui n'était pas militaire, management militaire, ça veut dire à la schlag. C'est commandement. Et moi, on me dit, non, mais en fait, dans le commandement, on donne des ordres. Moi, je donne d'ordre, ordre. Si c'est un ordre, j'obéis. Elle me dit, non, parce qu'il y a un devoir de loyauté, mais il y a un droit d'interprétation. Donc, en fait, là, aujourd'hui, à l'EDA, quand un manager donne, qu'on dirait un ordre, c'est-à-dire donne une instruction, il faut faire comme ça, il faut faire ça, on va faire ça. Alors, c'est chacun fait comme il veut. À l'interprétation, je peux vous dire, c'est royal. Donc, c'est assez drôle, parce qu'on a un mix de management militaire, donc de culture militaire, et puis des civils. Et dans les civils, il y a ceux qui sont bien contents d'être dans un EPIC, parce qu'on est quand même un peu plus protégé que dans une pure boîte privée. Et donc, il fallait retrouver de la dynamique là-dedans, et donner envie d'aller travailler différemment, de se voir différemment et de voir ses clients différemment. Alors, en particulier, moi je travaillais aussi sur la gouvernance. On dit, là finalement il y a un comité de direction où le patron raconte sa semaine, donne les instructions venues du ministère, après on parle des chiens écrasés, et après chacun va s'occuper de ses affaires. Donc on est un peu loin du collaboratif. Donc comment on change ça? Comment on fait pour que finalement il y ait du top-down et du bottom-up? Parce que là aujourd'hui il n'y a ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, il y a même un des directeurs qui me dit de toute façon, moi non, je dis mais qu'est-ce que vous descendez du comité de direction et qu'est-ce que vous y remontez? Bon non, j'ai rien à y remonter parce que ça n'intéresse personne. Et descendre, de toute façon je ne descends rien. Ah d'accord. Et là c'était un civil qui me disait, c'était pas un militaire. Donc on se dit, ok, là, il y a du boulot. Donc on a, ça veut dire, mis en place notamment un comité de management des opérations, où là c'est le directeur général adjoint qui est patron des opérations, avec ses 3 directeurs de BU et le directeur des achats, qui maintenant, tous les 15 jours, ont une réunion qui vise à décider, donc dans l'engagement dit stratégique, parce que pour eux c'est politique qui est le plus haut niveau, stratégique, et ensuite tactique. Ça, c'est parce que c'est étatique, ça vient de l'administration régalienne. Alors que dans le privé, on est plutôt, le niveau haut c'est la stratégie, après la vision, le rêve, la vision, positionnement, c'est stratégie, après il y a stratégie commerciale par exemple, la politique commerciale c'est en dessous, et machin. Non, eux c'est politique d'abord, pourquoi? Parce que ça vient du politique. Donc politique, stratégique, tactique. Tactique, ça veut dire j'ai un appel d'offres ou j'ai une demande, il faut que je fasse une offre commerciale. Ça s'appelle la tactique. Donc comment je réponds? Et donc là, pour la première fois, on dit non mais en comité des opérations, c'est pas juste se causer, il faut prendre des décisions, engager des actions, arbitrer. Là, on dit un manager, il doit arbitrer. Et là, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que arbitrer et engager, c'est extrêmement difficile. La culture, c'est chacun va voir le DG avec son sujet, avec son prisme, c'est-à-dire je monte un dossier positif. Et puis éventuellement, si j'ai 2 scénarios, j'ai mon scénario à décharge et l'autre à charge. Comme ça, au moins, c'est clair. La décision est simple, puisque moi je dis, le principe c'est décider, c'est choisir, choisir, c'est renoncer. Ça veut dire qu'il y a un choix. Si le choix est une évidence, c'est que c'est même pas un choix, c'est même pas une décision, c'est juste normal, quoi. C'est business as usual. Alors là, quand je leur ai dit ça, c'était un peu surprise. Donc, ok, donc là, non, on ne peut décider que s'il y a un choix raisonnablement éclairé. Donc, il faut que les gens viennent devant vous
avec des choix à faire, raisonnablement éclairés, où on vous montre avantages, inconvénients, et on dit simplement, si on n'a pas pu décider avec notre niveau hiérarchique en dessous à nous, c'est parce que, soit c'est pas dans notre délégation, là il faut encore avoir des décisions de poste qui précisent bien le niveau de délégation de chacun, soit parce que ça peut dépendre d'un paramètre politique ou stratégique qui relève de la direction et sur lequel on n'a pas les mains. En gros, c'est ce scénario-là, il est mieux si on est dans ce cas-là, ce scénario-là, il est mieux si on est dans ce cas-là. Et il n'y a que vous qui pouvez trancher, monsieur le patron. Et là, ils ont vraiment du mal. Or, moi j'avais 22 ans quand j'ai commencé à bosser chez Danone. À l'époque, c'était papier-crayon. J'ai vécu l'implantation du Minitel. On n'avait pas le droit d'aller voir son chef des ventes avec autre chose qu'une feuille 21-29-7 sur laquelle c'était objet de la demande, objectif, contexte, résumé, mécanisme, réponse aux objections, recommandations, voilà. S'il n'y avait pas ça, on rentrait à la maison et on recommençait. Donc 22 ans, comme j'en ai 56, ça commence à faire un moment. Et donc là, je suis surréaliste parce que même au niveau du management, il n'y a pas cette notion-là de « Non, tu ne viens pas devant moi avec un problème. » Parce que par définition, tu connais mieux que moi. C'est toi qui es compétent sur le sujet en question. Le manager, il ne peut pas être compétent dans tous les domaines. Alors, ça fait bien longtemps que j'ai renoncé à savoir mieux que mes collaborateurs ce dont on parle. Donc j'ai ma valeur ajoutée, elle n'est pas là. Elle n'est pas de savoir mieux leur métier qu'eux. Elle est d'apporter la seule chose qui est au-dessus, ce qui fait que moi je combine le commerce, la logistique, la partie industrielle, la partie gestion, la partie qualité et éventuellement les instructions supérieures de mon patron. Mais sinon, je ne sais pas mieux que le logisticien comment on gère un entrepôt. Je ne sais pas mieux que mon responsable industriel comment on produit tel truc. Et je ne sais pas mieux que mon responsable marketing commercial comment on vend avec tel client. Et donc, là, il faut qu'ils apprennent, à ne pas tout savoir, et surtout à ne pas écouter que la voix de l'instant. Parce que le risque avéré, c'est plus un risque, le risque avéré, c'est que machin vient me vendre un truc, ah, ça a l'air bien ce truc-là, il a l'air de savoir ce qu'il dit, il me donne bien les bons arguments, ah c'est bon, go, vas-y. Eh ben, le lendemain, il y en a un autre qui vient. Ah non, mais attends, non, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah oui, t'as raison, finalement, j'avais pas vu ça, il m'a pas dit ça à l'autre. Bon, ok, alors hop, on revient en arrière. Et on fera une décision opposée. Et elle a dit, bah non, mais écoutez, là, vous arrivez en comité des opérations avec un sujet, principe de responsabilité, nul n'escalade, enfin, nul ne prend une décision pour laquelle il n'est pas autorisé, et nul n'escalade s'il n'est pas préparé. Et préparé, ça veut dire j'ai un dossier éclairé et je sais ce que pensent toutes les parties prenantes et je suis capable de l'exposer. Et on est d'accord avec les parties prenantes. Après, principe de subsidiarité, c'est la plus petite autorité qui a le pouvoir de décision sur le sujet en question qui va décider. On ne remonte pas tout au directeur général. Il n'y a pas de grand Manitou qui va tout décider. Donc on descend la décision le plus bas possible dans les équipes en fonction des sujets. Sinon on engorge et pendant ce temps-là, le patron il fait pas son boulot. Dans la vis de 12, il fait plus son boulot de patron. Et le principe de suppléance, ça c'est encore plus oublié, c'est les managers, presque leur seule responsabilité, c'est de faire en sorte que leurs équipes soient en mesure de faire ce qu'elles ont à faire. Or, là, on passe son temps à dire « Ah non, mais moi, je peux pas parce que... » Alors, j'ai un vrai boulot à côté, pour un atelier. Ou là, je peux pas parce que je fais autre chose. Et ou là, je peux pas parce que je suis coincé parce que machin me répond pas. Ou là, je peux pas parce que... Donc, la suppléance, c'est de faire en sorte de dénouer les nœuds qu'il peut y avoir avec d'autres entités. C'est d'apporter les ressources quand il y a un manque de ressources ou de compétences sur un sujet donné. Donc je vais chercher des ressources en interne ou en externe. Et, in fine, s'il le faut, j'arbitre entre les objectifs et les priorités. Parce que le temps masqué, ça marche pas tout le temps. Mais ça marche pas très longtemps. Et donc, il y a aussi un truc, c'est si vous ne prenez pas de décision, à un moment,
l'écosystème, les troupes, l'individu, l'environnement va décider pour vous. Donc de fait, ne pas décider, c'est décider, mais c'est décider que tout échappe. Et donc après, effectivement, on pourra agir en mode pompier. Voilà. Donc là, en ce moment, je suis en pleine animation de ce comité des opérations pour essayer de faire, de faire travailler dans ce sens-là et que ça puisse accompagner les autres chantiers.